J'ai le grand plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui Nicolas Mirkovitch pour son dernier ouvrage, L'Amérique Empire, paru aux éditions Temporis. Nicolas Mirkovitch est un spécialiste de l'analyse politique, de la géopolitique. Il a déjà publié un ouvrage remarqué consacré aux martyrs du Kosovo. Et il nous propose aujourd'hui une analyse de l'Empire américain dans ses diverses formes et suivant les différentes étapes de sa constitution. Alors il y a déjà un petit clin d'œil au départ avec le titre, l'Amérique Empire. Donc on a tendance à penser que ce n'est pas innocent ce titre. Ce n'est pas innocent, en effet, sans dévoiler le contenu du livre, on se rend compte que l'Amérique, qui dès sa naissance, dès sa conception, s'est bâtie comme un empire, a rayonné, rayonne encore sur le monde entier, mais traverse une zone particulièrement trouble en ce moment depuis quelques années. Et donc la question de fond de ce livre est de savoir si cet empire va pouvoir survivre aux affres et aux difficultés qu'elle est en train de traverser en ce moment et comment est-ce qu'elle va aborder la suite de ce 21e siècle. Où est-ce que nous allons connaître l'Amérique Empire par rapport à ce que nous l'avons connu? C'est une question légitime. Une question complètement légitime et une des facettes pas très glorieuses de cet empire, en effet. Alors cet empire américain, il se constitue en fait à partir de quel moment cette nation très jeune, qui a un peu plus de 2 siècles d'existence, 2 siècles et demi maintenant à peu près, à partir de quel moment est-ce que cette espèce d'îlot d'Europe transposé outre-Atlantique, commence à devenir un pays, un État ambitieux, conquérant, et commence à jeter les bases de ce qui va devenir ensuite l'Empire américain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dès le début, dès l'arrivée des premiers, on va dire, anglo-saxons, il y a cette volonté, les premiers pionniers ont une volonté de créer un nouveau monde. Pas seulement de quitter le monde européen qu'ils dénigrent et qu'ils ont fui. Ils ont cette volonté, on voit un des premiers gouverneurs du Massachusetts, John Winthrop, qui lui part directement, et c'est emblématique, et cette phrase est très connue, des États-Unis ou de l'Amérique, donc il n'existe pas encore, mais ils veulent construire un pays qu'il la compare à la maison sur la colline. Donc il y a une espèce de parallèle biblique, maison sur la colline vers laquelle les yeux du monde entier seront tournés. Et on voit dans cette construction américaine, donc ça les États-Unis se prennent quelques années avant que les colons obtiennent leur indépendance, mais le premier président des États-Unis, George Washington, l'homme le plus riche de l'époque, le chef des rebelles, lui part tout de suite d'un empire naissant. Le deuxième président, John Adams, lui dit très clairement que la République fédérative américaine, pure, vertueuse et civique, régnera pour toujours et gouvernera le monde. C'est le deuxième président américain. Donc du coup, c'est d'emblée dans l'ADN des États-Unis, il y a cette volonté de conquête, il y a cette volonté de rayonner bien au-delà de leurs propres frontières et de régenter, gouverner le monde. Ils ont un projet alternatif pour le monde, il le propose. Et on le verra, on voit Herman Melville qui a écrit Moby Dick part de la destinée manifeste des États-Unis au moment où les Américains sont en train de conquérir de manière pas tout à fait légitime le Texas, il part de cette destinée manifeste. Les Américains sont convaincus qu'ils ont une mission quasi biblique, ils partent du nouvel Israël sur Terre et que leur ambition, leur objectif est d'apporter cette vision du monde au monde entier. Oui, la destinée manifeste, qui est une formule imaginée par le journaliste O'Sullivan. John O'Sullivan, exactement. Et qui traduit bien ce qu'est l'ambition de ce nouveau monde. C'est un nouveau monde dont la Genèse réunit plusieurs composantes. Il y a bien sûr tout l'héritage puritain, avec toute cette dimension biblique que vous avez évoquée, une rupture complète avec le monde du mal que représente l'ancienne Europe. On traverse l'Atlantique comme les Hébreux ont franchi la mer Rouge pour arriver dans le pays de Canaan, dans la terre promise qui leur est réservée par Dieu. Et là, on va bâtir une société modèle qui va s'inspirer à la fois de l'héritage protestant, puritain, et aussi de la révolution des Lumières, qu'incarne un homme comme Benjamin Franklin, par exemple, exactement. au XVIIIe siècle. Alors,
cette volonté de s'affirmer très vite comme un ensemble tout à fait particulier, tout à fait original, tout cela demeure dans un espace géographique limité pendant quelques générations, mais à un moment donné, il y a un grand tournant qui intervient avec, en 1826, la déclaration du président Monroe, oui. Qui lance le fameux slogan « L'Amérique aux Américains ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce slogan, dans le contexte où il a été lancé, prononcé? Les Américains ont toujours vécu dans la guerre. Plus de 90% du temps, depuis la naissance des États-Unis, ils ont été en guerre. Ils ont d'abord fait la guerre contre les Indiens, qu'ils ont littéralement massacrés. Ils ont eu leur conquête de l'Atlantique vers le Pacifique s'est fait au détriment des Indiens qui étaient les autochtones. Et les Américains ont très vite compris aussi qu'ils avaient donc du coup une superficie incroyable aux États-Unis même, mais qu'il y avait l'Amérique du Sud qui était une zone qu'ils voulaient mettre sous leur contrôle, parce qu'il y avait des intérêts financiers tout simplement. Il y avait des intérêts financiers. En 1823, Monroe, dans un discours, dit que l'Amérique du Sud, les Amériques, sont une chasse gardée des États-Unis. C'est la doctrine de Monroe. Il lui dit, c'est une chasse gardée. Il s'adresse aux Européens. Il dit, les Alliés, il dit les Alliés, si une présence des Alliés dans cette zone serait vue comme quelque chose qui dérangerait la paix et le bonheur des Américains. Ce sont les termes qu'il emploie. Donc du coup, il dit très clairement aux puissances européennes qu'ils ne veulent plus voir leur présence en Amérique du Sud. Et on pense évidemment tout d'abord aux Espagnols, un peu également aux Portugais. Les Français n'ont plus grand-chose dans les Amériques à cette époque-là. Mais c'est un message qui définit aussi cet empire. C'est-à-dire que très ouvertement, ils vont le dire, ça ne va pas être écrit dans la Constitution, ce n'est pas une loi, mais les Américains annoncent aux Alliés que les Amériques, c'est une zone réservée aux Américains, et quand ils disent aux Américains, c'est aux Américains du Nord, c'est-à-dire à Washington. Oui, c'est un message envoyé à l'Europe de la Sainte Alliance qui s'est constituée sur les ruines de l'aventure révolutionnaire et impériale pour la dissuader de tenter de restaurer en Amérique, notamment en Amérique latine, l'autorité de pays comme l'Espagne et le Portugal qui se trouvent compromises à l'époque par les révoltes créoles que l'on sait. Alors cette Amérique, il faut dire aussi qu'elle va, au fil du temps, se doter de fait des moyens de la puissance. Vous avez évoqué l'extension du territoire, alors avec des ressources en conséquence. Bien sûr. Toutes les ressources nécessaires à la révolution industrielle, le charbon, plus tard le pétrole, d'immenses territoires les chemins de fer, agricoles, l'équipement ferroviaire qui va être mis en place au milieu du 19e siècle. Tout cela, ça va permettre aux États-Unis de s'imposer assez rapidement, oui. Finalement, comme la première puissance économique du monde. En 1890, l'affaire est réglée. Il dépasse à ce moment-là l'Angleterre, qui avait régné sur le 19e siècle. Exactement. Et en parallèle avec cette montée en puissance économique, il y a aussi des ambitions territoriales qui se révèlent très vite et qui vont amener les Américains notamment à s'opposer à un pays voisin qui est le Mexique. Tout à fait. Les Américains veulent étendre leur réseau d'influence. Et ils vont le faire au détriment de leurs voisins. Ils se sont battus contre leurs voisins. Ils se sont battus contre les Britanniques, ils se sont battus contre les Espagnols. Et ils vont se battre contre les Mexicains. Ils vont shipper littéralement le Texas aux Mexicains, malgré les accords d'Adams-Onis où les Américains s'étaient engagés avec les Espagnols à ne pas convoiter le Texas. Les Mexicains en sont les héritiers. Et les Américains vont, par une manœuvre, on le sait aujourd'hui, faire croire que des soldats américains, donc ils envoient des soldats américains de l'autre côté de la frontière, au Mexique, ils tombent sur des soldats mexicains, les soldats mexicains tirent, il y a des soldats américains qui sont tués, et tout de suite, les médias américains répandent la rumeur, l'incident qui fournit le prétexte. Exactement. Les Mexicains ont attaqué les Américains, c'est scandaleux, c'est la guerre, et donc du coup ils vont amplifier, donc c'est un mensonge, c'est une provocation, les Américains ont été du côté de la frontière mexicaine, mais ils vont profiter de cette situation
pour envoyer l'armée. Il va y avoir beaucoup de conscrits, beaucoup de volontaires qui vont arriver aussi et qui vont aller se battre pour récupérer le Texas, pour prendre le Texas qui appartenait au Mexique. Et en très peu de temps, ils vont non seulement récupérer le Texas, mais ils vont récupérer aussi tout l'ouest américain, jusqu'à la Californie, Nouveau-Mexique, Arizona, Utah et Californie évidemment. En 1948, l'année même où on récupère tout ça, on va découvrir l'or de Californie, ce qui va donner un élan supplémentaire au dynamisme au développement économique de la puissance américaine. Alors ça, c'est une première étape sur le dos du Mexique, mais on serait tenté de dire ce n'est qu'un début. Oui, parce que les Américains, tout de suite après, vont comprendre leur force, leur puissance. Ils vont voir aussi qu'ils ont un intérêt à régler, à avoir des réseaux d'influence dans les pays d'Amérique latine pour exporter les biens. Comme vous le disiez très justement tout à l'heure, les Américains vont développer un capitalisme très puissant. Et il ne faut pas oublier que les États-Unis, enfin les Américains passent, ou les Européens sur place passent de 200 000 habitants en 1700 à quasiment 75 millions. En 1900, la France à la même époque passe de 20 millions à 40 millions. Donc du coup, il y a une énorme population. Parce qu'il y a une immigration européenne absolument énorme, qui est folle, surtout qui est complètement dans la dingue. seconde moitié du 19e siècle, qui va permettre un essor démographique tout à fait spectaculaire. Exactement, qui va être un des piliers de cette puissance américaine. Ils vont donc produire énormément pour leur marché, on va dire captif, ces Américains ou néo-américains, mais ils ont aussi très rapidement compris qu'ils avaient un surplus de production qu'ils avaient intérêt à exporter dans le monde entier et que ça allait être bénéfique non seulement pour les capitalistes américains, mais pour l'ensemble du peuple américain, parce que les Américains participent à la fabrication de ces produits. Et donc du coup, tout de suite, et c'est pour ça, et tout ça est dans la lignée de cette doctrine de Monroe, c'est que l'Amérique du Sud est une zone captive pour l'exportation des biens américains, mais aussi pour la récupération de ressources premières, qui peuvent être aussi bien des minerais, qui peuvent être des hydrocarbures, qui peuvent être aussi des produits agricoles. Les Américains vont très vite comprendre que cette zone, ils ne sont pas du tout intéressés par la zone pour mettre en place la démocratie, les droits de l'homme, toutes ces valeurs dont ils se gargarisent à longueur de journée. Qui servent d'affichage pour justifier leur intervention. Exactement. Et Cuba, notamment au sud aussi, qui est prisé par les Américains parce que c'est une zone stratégique. Et alors là se situe aussi l'attitude prise par les Américains vis-à-vis de l'intervention française au Mexique dans les années 1860, dès que la guerre de sécession se termine. Washington, là, entend bien montrer que les Français n'ont rien à faire au Mexique, pas plus que leur candidat Maximilien pour monter sur le trône du Mexique. Et ça se termine mal pour l'entreprise française, évidemment, tout ça. Mais cette Amérique, vous l'évoquez il y a un instant, elle va s'intéresser beaucoup aussi aux Antilles et aux Caraïbes, et notamment à Cuba. On a un cas de figure là tout à fait exemplaire qui peut servir de modèle, c'est le déclenchement de la guerre hispano-américaine en 1898. Les Américains, au nom de la démocratie et de la liberté, veulent soutenir les Cubains dressés contre l'autorité espagnole. Et là, il y a un incident évidemment particulier qui vient faciliter les choses. C'est l'explosion du Maine. La fameuse affaire du navire, du cuirassé le Maine, dans le port de la Havane. Exactement. On sait aujourd'hui que c'était un phénomène accidentel, mais on met ça sur le dos des Espagnols. Et du coup, c'est l'intervention américaine à Cuba, dans laquelle nous retrouvons un personnage qui résume un petit peu l'impérialisme américain de l'époque, qui est Theodore Roosevelt. Exactement. Oui, c'est très intéressant. De nouveau, comme pour le Texas, on le voit à Cuba, les Américains vont profiter, quand je parle des Américains, je parle surtout du gouvernement américain, des réseaux d'influence, de pouvoir américains vont profiter d'un incident qui va être amplifié, qui va être tordu par les médias, parce que du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé dans ce fameux cuirassier. Il y a un cuirassier qui explose, il est taqué à Cuba, à La Havane, et donc du coup, il explose, il y a beaucoup de morts parmi les soldats américains, mais tout de suite, la presse, elle, qui n'a pas encore été sur place, va désigner l'auteur. Elle va désigner l'Espagne qui est responsable de tout ça, et qui veut le mal des Américains, qui emploie des méthodes pas du tout glorieuses. Ce n'est pas l'honneur d'un soldat n'est pas de couler un bateau alors qu'il y a des soldats qui sont pacifiques à bord. Et donc du coup, on voit même il y a une guerre entre la presse américaine, entre Hertz et Pulitzer, qui rivalisent d'ingéniosité. En compétition, en émulation. Exactement. Chacun va chercher le petit détail pour exciter l'opinion. Exactement.
Et donc du coup, les Américains vont tout simplement juste arriver, ils vont avoir un prétexte, ils vont conditionner la population à rentrer en guerre, parce que beaucoup d'Américains ne sont pas des expansionnistes. Il y a une tradition isolationniste américaine qui est aussi historique, des Américains qui se disent qu'ils ont un pays qui est fantastique, immense, qui répond à tous leurs besoins et qui n'ont pas besoin de faire la guerre. Et traditionnellement, on va voir que ce courant est quand même assez important. Mais pour encourager les Américains à rentrer en guerre au bénéfice des puissances américaines, enfin de la puissance américaine, eh bien ils vont être conditionnés par les médias. Et rapidement, quand les Américains pensent, même ceux qui sont isolationnistes, qu'il y a une attaque des Espagnols contre eux et qu'on tue leurs boys, leurs soldats gratuitement, eh bien ils n'ont pas le choix que d'adhérer au mouvement. Les Américains vont très rapidement intervenir, ils vont peut-être pas détruire, mais en tout cas ils vont annihiler l'armée espagnol, et le secrétaire d'État de l'époque parlera même d'une splendide petite guerre. Une petite guerre aux Antilles et aux Philippines également. Puisqu'ils vont récupérer de Philippines, Guam, Porto Rico. C'est l'occasion de mettre la main sur les Philippines dans le Pacifique occidental. Et alors, il y a un élément aussi important qui se dessine de cette époque-là, c'est une certaine conception de la guerre, qu'on avait vu mise en place, en fait, dès la guerre de sécession de 1861 à 1865, et un rapport aux vaincus notamment qui est tout à fait nouveau par rapport à ce qu'était la tradition militaire ou guerrière en Europe. Les Américains non seulement se veulent vainqueurs physiquement, matériellement, mais veulent aussi justifier la guerre en faisant une entreprise morale. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait particulier et caractéristique des interventions dans ce domaine des États-Unis. Exactement. Ils vont toujours faire la guerre pour des valeurs, pour des principes. Ils vont parler donc du coup de la démocratie, de la liberté des peuples, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On le verra plus tard. Ils vont toujours se cacher derrière ça, alors que les œuvres, on le sait, les spécialistes le savent sur le coup, mais le grand public le découvre petit à petit les années d'après, que ces entreprises militaires sont, comme toutes les autres entreprises militaires depuis l'histoire de l'humanité, sont pour des raisons essentiellement économiques. C'est parce qu'on est intéressé par les ressources, c'est parce qu'on veut exporter ses biens, c'est parce qu'on a peur qu'un concurrent fasse main basse sur un territoire ou se rapproche de nous, que les Américains font la guerre. Mais eux, les Américains, vont avoir cette subtilité qui va fonctionner, c'est qu'ils vont avoir cette image de gendarme du monde. Donc Roosevelt, lui, va faire un corollaire à cette doctrine de Monroe, justement, un peu de temps après Cuba. Dans ce corollaire, les États-Unis disent qu'une nation civilisée peut se permettre d'être pour le gendarme du police, la police. Voilà. Ils vont le dire, ils vont avoir cette image, et cette image va être relayée par les médias et va être un peu inculquée dans les petites têtes blondes à travers, pas la planète, mais en tout cas la zone sous influence atlantiste, que les États-Unis, eux, contrairement à toutes les autres puissances, contrairement à tous les autres empires, eux, ils font la guerre pour le bien. Ils font la guerre pour la paix. Ils font des guerres morales. Voilà, c'est ça. Ce sont des guerres morales. C'est une fausse image. C'est une vraie image, mais ce sont des fausses raisons. Et malheureusement, cette image a collé. Et c'est pour ça que ça a été parfois un peu compliqué de parler de l'Empire américain. Parce que certains refusent de voir ça. C'est la politique du Big Stick de Theodore Roosevelt quand il s'agit de mettre de l'ordre aux Antilles ou au Mexique, ravagé par les bandes de Pancho Villa à l'époque. Exactement. Parler doucement et porter un gros bâton. Voilà, et porter un gros bâton. C'est typique de l'approche américaine de l'extérieur. Alors pendant tout un temps, tout ça se limite au continent américain, à l'hémisphère occidental. Hein. Mais l'Amérique aussi va se doter très vite des moyens d'une politique mondiale avec notamment des ambitions navales considérables. Et même, on va aux États-Unis formuler une doctrine, c'est celle de l'amiral Mao, selon laquelle c'est la puissance maritime mondiale qui est appelée à dominer le monde. Alors, on avait déjà eu le cas de l'Angleterre au XIXe siècle, et les Américains vont s'inspirer de tout cela pour eux-mêmes se doter des moyens de l'hégémonie sur l'ensemble de la planète, et ce, avant même la Première Guerre mondiale, avant qu'ils ne soient, si l'on peut dire, sortis de l'hémisphère occidental. Tout à fait. Ils se sont donné les moyens de la puissance navale, de telle sorte qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, ils sont à parité avec les Anglais dans ce domaine-là. Alors qu'on sait à quel point l'Angleterre avait dominé les mers au cours des décennies précédentes. Et alors cette Première Guerre mondiale,
pour l'Amérique, elle est neutre au début. Oui. Wilson, par conviction personnelle même, ne veut pas entrer dans la guerre. Il sait que la composition du peuple américain, de la nation américaine, est extrêmement diverse et qu'une entrée en guerre pour un camp ou pour un autre ne pourrait que nuire à l'unité nationale. Donc c'est seulement 1917, avec la guerre sous-marine allemande, et puis le fameux télégramme Zimmermann. Exactement. Vous pouvez peut-être nous rappeler ce dont il s'agit, parce que c'est un tournant évidemment important. Et c'est important parce qu'on voit très clairement, lors de la première élection de Wilson, les Américains ne veulent pas de la guerre. Lors de sa réélection, il est élu sur un programme « He kept us out of the war ». Il nous a évité la guerre. Donc les Américains ne veulent pas de la guerre. C'est-à-dire, il a été élu en 1912 et 4 ans plus tard, en 1916, il fait une campagne contre la guerre. Contre la guerre. Il s'annonce pacifiste. Oui. Exactement. Et après un mois à peine après avoir commencé son mandat, il déclare la guerre contre l'Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'il y a des intérêts banquiers américains évidents. Les banques américaines ont prêté beaucoup d'argent au Royaume-Uni, au pays de l'entente, pays de l'entente, à la France. Il y a des craintes sur le remboursement. Et donc, du coup, Wilson a la pression des banquiers pour aller faire la guerre, pour assurer que ces banquiers vont récupérer. Sachant que les Allemands et leur politique de guerre sous-marine à outrance lui ont évidemment facilité la tâche en cette affaire, plus l'affaire du fameux télégramme Zimmermann. De Zimmermann, où les Allemands, eux, du coup, commencent à s'inquiéter un petit peu des intérêts de la volonté des Américains et envoient ce fameux télégramme au Mexique, où ils proposent une alliance entre l'Allemagne et le Mexique, en disant, voilà, comme ça, on va un peu contenir les velléités américaines. Ce télégramme... Avec des perspectives également d'une alliance avec le Japon. Exactement. Dans ce programme allemand. Exactement. Alors, comment est-ce que les Américains vont être informés de tout ça ? Ah bien, le télégramme va être intercepté par les Britanniques, qui vont le décoder, le décrypter, et qui vont se faire un malin plaisir de l'envoyer à Washington, qui va dire, écoutez, là, désolé, on n'a plus le choix, regardez ce que veulent faire les Allemands, et c'est une erreur tactique de la part des Allemands, mais les Américains vont en profiter, et le camp de la guerre au sein même des États-Unis, lui, il a un tapis rouge. Parce que là, il a la raison, le casus belli est là. Ils veulent nous attaquer via le Mexique. Donc du coup, nous devons rentrer en guerre. Les Américains vont rentrer donc tardivement en guerre. En 1917, ils rentrent en guerre. Il y a à peu près 100 000 soldats américains qui sont morts sur le continent européen. Mais à la fin de cette première guerre mondiale, les États-Unis, donc, qui étaient déjà la première puissance du monde, sont vraiment loin devant leurs concurrents. Il n'y a plus d'empire. En Europe, il n'y a plus d'empire austro-hongrois, plus d'empire germanique. Les Ottomans ne sont plus un empire non plus. Le Royaume-Uni n'est plus que l'ombre de lui-même. Et les Américains vont en profiter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Wilson, lui, il a déjà une vision. On parle aujourd'hui de mondialisme, mais un peu d'hégémonisme américain, parce que ça revient un peu à la même chose. Le mondialisme et cette espèce d'impérialisme américain sont les deux, ce sont des synonymes. Il va proposer la constitution d'une société des nations. Voilà, ce sont les fameux 14 points, de janvier 1918, où il présente les buts de guerre des États-Unis et avec l'application, la mise en œuvre des principes du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pas de frontières, de la liberté du commerce, bien entendu, de la liberté des mers, et dernier de ces 14 points, la création d'une société des nations qui aurait vocation à conjurer à l'avenir tout risque de guerre. C'est le programme mondialiste, entre guillemets, qui déjà se met en place avec Wilson et avec, pour le porter, une Amérique, effectivement, qui a acquis un surcroît de puissance tout à fait exceptionnel. Plus de la moitié du stock d'or mondial se trouve maintenant aux États-Unis. Les Américains, qui étaient débiteurs de l'Europe avant 14, sont devenus ses créanciers. Et le rapport des forces, là, s'est considérablement transformé, puisque pendant ce temps, l'Europe n'est pas un champ de ruines comme elle le sera en 1945, mais enfin, elle est terriblement épuisée par la guerre fratricide qui l'a affectée au cours des années précédentes. Et en même temps, les États-Unis vont surfer sur une image véhiculée par le cinéma. C'est les frères Wright qui volent avec leur premier avion. Donc on a fait les images des premiers films d'Hollywood, du cinéma américain qui vont débarquer en Europe. Ils organisent les Jeux Olympiques, ils organisent l'exposition mondiale à Saint-Louis au début du XXe siècle. Enfin, donc, il y a toute cette image, et puis la musique qui va arriver, le jazz, le ragtime. Donc l'Amérique... Il y a tout ce qu'on appellera plus tard le soft power américain qui commence à se mettre en place à travers les
les modes vestimentaires, à travers les modes culturels, Tout à fait. musicales. Exactement. L'Amérique devient de ce point de vue une puissance mondiale au sens le plus large et le plus diversifié du terme. Et certaines personnes en Europe vont commencer à se dire, parmi les élites européennes, peut-être que c'est le modèle américain qu'on devrait suivre. Parce que du coup, eux, ils y sont parvenus, ils ont quasiment pas, il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de bataille aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont une économie qui a l'air de fonctionner, ils sont modernes, peut-être que c'est le modèle. Et donc du coup, une partie des élites européennes commence à se tourner de plus en plus vers les États-Unis en se disant peut-être que la solution, c'est en effet que les Américains soient les gendarmes du monde, peut-être que nous ne sommes pas capables de nous entendre entre nous, et il y a peut-être une voie atlantiste à suivre. Et oui, on retrouvera ça chez des personnages plus tard comme Jean Monnet, par exemple. Comme Jean Monnet, tout à fait. Type de ce genre de réaction. Alors, il y a également un point intéressant à signaler, c'est le fait que tout le projet wilsonien, il va quand même se trouver complètement il va se prendre compromis. Un mur. Oui. En 1919, la conférence de la paix a lieu à Paris, le traité de Versailles a été signé, mais quand Wilson rentre aux États-Unis, après s'être beaucoup investi dans la construction justement de cette paix nouvelle, il se trouve qu'il a contre lui une majorité isolationniste. Exactement. Le Congrès le désavoue, refuse de ratifier le traité de Versailles, refuse de ratifier le pacte de la SDN, refuse entre autres de ratifier les garanties qui avaient été promises à la France pour faire passer la pilule du traité de Versailles à Clémenceau. Ce qui fait que les Anglais suivront le mouvement d'ailleurs, puisque les Américains ne sont pas là, nous non plus. Ce qui fait que c'est la France qui va se retrouver toute seule pour garantir l'application du traité, ce qui était un petit peu trop important pour ses moyens, bien sûr, à ce moment-là. Et l'Amérique rentre dans une période d'isolationnisme qui va durer jusqu'en 1941, jusqu'à Pearl Harbor, qui va la voir entrer finalement dans la Seconde Guerre mondiale, mais avec un temps de retard, si l'on peut dire, quand même considérable, alors que Franklin Delano Roosevelt, le président, était lui, au fond, tout à fait favorable à une intervention américaine, mais il ne pouvait pas aller contre une opinion publique qui s'est finalement rallié à la nécessité de cette intervention après l'agression japonaise à Pearl Harbor. Comme pour les autres moments, les Américains de nouveau montrent qu'ils ne sont pas tous massivement en faveur de la guerre. Il y a ce courant isolationniste qui est vraiment profond. Il y a de nouveau une guerre mondiale, une guerre en tout cas sur le territoire européen, pour le coup qui est mondiale. Et Roosevelt n'a pas les moyens de rentrer en guerre. Les États-Unis ne sont pas attaqués, ils sont neutres, il n'a aucun levier sur lequel il peut agir pour encourager les Américains à rentrer en guerre. Et d'ailleurs, avant même la guerre, les États-Unis ne sont pas une grande puissance militaire. Ils ont une armée, mais par rapport à d'autres pays dans le monde, avant la Deuxième Guerre mondiale, l'armée américaine a moins de soldats que l'armée portugaise. L'armée américaine, 19e au niveau mondial en termes en nombre de soldats. En effectif, Donc, et on sait que si on va alimenter la machine de guerre, ce sont des investissements, c'est tout ça. Et il voudrait, mais il n'a pas les moyens. Jusqu'à Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. En amont, on avait préparé quand même à travers le Victory Plan, etc., les moyens matériels qui risquaient d'être nécessaires. Exactement. Il y avait une stratégie de préparation, mais qui aurait été donc du coup démultipliée une fois qu'il y aura eu Pearl Harbor, et ce qui permettra aux Américains de fabriquer en un temps record, de manière tout à fait impressionnante, des navires, des avions, des chars, et les Américains vont vite rattraper leur retard. L'usine des Alliés, tout à fait. Qui va se retrouver en 1945 de ce fait, sans que son territoire ait été du tout affecté par la guerre, alors que tous les autres participants ont été dévastés, leur territoire, ils vont se retrouver première puissance économique du monde, bien entendu, mais assurant à eux seuls, je crois que c'est 70% de la production mondiale. De la production mondiale en 1945. Alors qu'ils représentent 6% de la population. Voilà. Donc vraiment des moyens tout à fait considérables. Il faut dire aussi que ils ont bénéficié, si l'on peut dire, de la sottise de Hitler et de Mussolini, qui ont déclaré la guerre aux États-Unis en respectant en cela les clauses du pacte tripartite qui les liait au Japon, alors que le Japon
Japon n'en avait pas fait autant quand l'Allemagne avait attaqué la Russie. Tout à fait, c'était une aubaine pour les États-Unis. Parce qu'à ce moment-là, il était tout à fait évident que l'opinion publique américaine était entièrement dressée contre le Japon et rassemblée contre le Japon, mais il n'était pas du tout évident que Roosevelt aurait eu la capacité, dans la foulée de Pearl Harbor, de s'en prendre aussi aux autres pays de l'Axe qui n'étaient pas directement concernés dans cette affaire-là. Et alors, les Américains, ou l'Amérique, on va la retrouver un petit peu dans des situations un petit peu comparables. Après la Seconde Guerre mondiale, qu'il est utile de rappeler aujourd'hui, spécialement au moment où se déroulent les événements que l'on sait en Ukraine, les Américains vont s'engager dans la guerre froide, vont se lancer dans le containment de la poussée soviétique en Europe, après le coup de Prague, le blocus de Berlin. Etc. Et du coup, ça va être l'occasion pour eux, dans une Europe qui a été ruinée par la guerre, de s'imposer comme la puissance protectrice par excellence, à travers la création de la communauté atlantique en 1949. Oui. Et là, il y a quelques événements qu'il est peut-être utile de rappeler, notamment ce qui va se passer en Corée en 1950. Oui. Parce que là, on se rend bien compte que les Américains vont pousser à la faute la Corée du Nord et puis Staline, avec les fameuses déclarations du secrétaire d'État Dean Acheson, disant à la presse, la Corée du Sud ne fait pas partie du périmètre de défense américain. Tout à fait. Ce qui, évidemment, pousse à la faute l'adversaire, et d'où l'invasion à l'été 50 au nom de l'ONU, de la Corée du Sud. Et les Américains se trouvent à ce moment-là en situation, au nom de l'ONU, d'organiser une coalition où ils sont évidemment l'élément très largement le plus important, pour barrer la route aux communistes nord-coréens. Ça, c'est un élément tout à fait intéressant, parce qu'on va retrouver ça à plusieurs reprises au cours des décennies suivantes. On l'a bien vu en Irak, dès 1990, quand Saddam Hussein envahit le Koweït. Les choses se préparent, il y a des mouvements de troupes, les satellites américains suivent ça évidemment de très près, on sait que les choses sont sur le point de se passer. Comme par hasard, l'ambassadrice américaine Ariel Glaspie quitte Bagdad pour partir en vacances, en disant qu'il y a un problème, mais ça va être une affaire bilatérale entre le Koweït et l'Irak. Et puis Saddam Hussein, évidemment, tombe dans le panneau, attaque le Koweït, et donc il va se trouver confronté à une coalition qui, l'année suivante, va le contraindre à abandonner ses projets. Et les choses, on l'a vu, vont se renouveler sous une autre forme en 2003, après l'attentat contre les tours jumelles de Manhattan. L'Amérique entend punir l'adversaire terroriste. Alors, c'est l'intervention en Afghanistan qui abritait Ben Laden. Ben Laden, ancien agent de la CIA, qui distribuait l'aide américaine aux Moudjahidines afghans dans les années précédentes. Et on va avoir à ce moment-là la deuxième guerre d'Irak, à la veille de laquelle Colin Powell, secrétaire d'État, va présenter ces fameuses il agite une petite fiole ces fameuses armes de destruction massive pour justifier l'intervention donc contre l'Irak de Saddam Hussein, qui est une intervention moins générale que celle de 1990-91, bien sûr. On sait la politique qui a été celle de la France à l'époque, et c'est bien la seule chose que l'on peut accorder à Jacques Chirac, le fait de ne pas s'être laissé entraîner dans cette galère, dans cette aventure. Mais là encore, on a vu qu'il y avait une volonté au départ de créer les conditions d'une intervention, présentée bien sûr comme une intervention morale au nom de la lutte contre le terrorisme, pour la défense des droits de l'homme, et j'en passe. Et on avait eu
quelques années auparavant, en 1999. Vous connaissez particulièrement bien le sujet, puisque vous êtes intéressé à l'affaire du Kosovo. Tout à fait. Ce qui s'est passé avec le Kosovo à ce moment-là, si vous pouvez nous le rappeler. Oui, alors juste pour rappeler le contexte, les Américains à la fin de la Deuxième Guerre mondiale ont mis en place tous les outils pour régir leur zone d'influence. Ils ont mis en place les accords de Bretton Woods, ils ont mis en place l'OTAN, comme vous l'avez dit, le FMI, la Banque mondiale, que des outils, des organisations qui vont leur permettre d'étendre leur sphère d'influence, l'empire américain, le mondialisme. Et partout où il y aura des points d'achoppement, les Américains, au début, après la Deuxième Guerre mondiale, ne vont pas hésiter à s'immiscer dans les affaires des différents pays pour financer des rébellions, pour renverser des gouvernements pourtant légitimement l'élus, Arbenz au Guatemala, Mossadegh en Iran, Lumumba au Congo. Donc du coup, les Américains vont le faire de manière un peu secrète. On ne le sait pas trop. Aujourd'hui, on le sait parce qu'on a accès à toutes les archives et donc ils ne s'en cachent pas. Mais les Américains ont demandé pardon. Clinton a demandé pardon aux Guatémaltèques pour les 200 000 morts qu'il y a eu après les révoltes au Guatemala suite à l'intervention le renversement du régime Arbenz. Exactement, ils ont demandé pardon, ils ont dit officiellement, je pense que c'est Obama qui avait dit que pour l'Iran, oui, en effet, le renversement de Mohamed Mossadegh avait été aussi l'affaire des Américains. On sait même que c'est le neveu de Roosevelt, Kermit Roosevelt, qui était derrière ça. Et donc, du coup, ils ont été de moins en moins subtils. C'est-à-dire que dans les années 90, quand ils voient que l'URSS est à l'agonie, quand en 91, Noël 91, voilà, l'URSS disparaît, les Américains pensent qu'ils sont seuls. Ils pensent qu'ils ont gagné. Francis Fukuyama parle de la fin de l'histoire et du dernier homme. Voilà. Et donc, du coup, ils pensent qu'ils sont tout seuls. Donc, la démocratie et le marché, et pour qu'on dirige tout ça, le gendarme bienveillant. Exactement. Donc, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus qu'à dérouler. Madeleine Albright, la nation indispensable. La de Clinton, voilà, la nation indispensable. Les États-Unis sont la nation indispensable. Tout ce discours-là qui s'impose. Exactement. On lui dit, mais vos sanctions économiques contre l'Irak ont causé la mort peut-être de 500 000 enfants. Elle dit oui, c'est peut-être le prix à payer, le prix pour la démocratie. Donc c'est ce genre de comportement, mais les Américains se permettent de le faire. Ils le font à visage découvert, parce que du coup, ils pensent qu'ils sont tout seuls. En 99, il y a quand même dans les pays européens de l'Est des pays qui n'ont pas forcément envie de rentrer tout de suite dans l'OTAN et puis dans l'Union européenne. Et la Yougoslavie en fait partie. La Yougoslavie dit écoutez, ceux qui veulent rentrer dans l'OTAN, très bien. Ceux qui veulent rester socialistes, très bien. Nous, on a notre modèle, on ne veut pas rentrer. Les Américains envoient un signal fort, qu'ils avaient déjà envoyé au début des années 90, qu'il faut rentrer, si vous voulez avoir la paix, vous devez rentrer dans l'OTAN et vous devez rentrer dans l'Union européenne. Et c'est pour ça que les États-Unis ont détruit un pays, la Yougoslavie, ils l'ont détruit avec l'OTAN dans les années 90 et en 99, sans aucune validation du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors qu'eux-mêmes n'avaient pas été agressés, donc du coup ça se fait au détriment même de la propre charte de l'OTAN, des accords, des actes finaux des accords d'Helsinki de 77. Ils vont attaquer une nation souveraine qui a un problème d'ordre intérieur. C'est-à-dire la Serbie. C'est la Serbie. Ils vont attaquer la Serbie. Il y a une grosse minorité d'Albanais au sud de la Serbie. Il y a parmi ces Albanais une partie de leur élite qui sont des révolutionnaires qui veulent leur indépendance. Tous ne sont pas comme ça. Il y a des Albanais qui s'entendent très bien avec les Serbes, qui veulent vivre avec le Kosovo au sein de la Serbie. Mais les Américains vont prendre fait et cause pour les Albanais extrémistes du Kosovo, et on le voit parce que du coup quand il y a des dialogues, quand il y a les accords les rencontres de Rambouillet en France, quand on met les Albanais et les Serbes autour de la table pour essayer de trouver une issue de paix, les Américains écartent Ibrahim Rugova, qui est le leader, on va dire, emblématique des Albanais, qui est un pacifiste, qui veut trouver une solution, qui veut plutôt trouver une solution à l'amiable avec les Serbes. Il est écarté par les Américains qui choisissent l'UCK, qui est un mouvement terroriste. Alors, on le sait aujourd'hui, qui a été financé, aidé, fourni en armes par l'Allemagne, les États-Unis, la France, malheureusement. L'Angleterre, évidemment. Et que c'est l'aile extrémiste guerrière sur laquelle les Américains vont miser. Il était évident que les Serbes n'allaient pas pouvoir négocier avec ces personnes-là. Donc les Américains voulaient la guerre. Et à la fin du bombardement, ils ont inventé un nouvel État ça n'existe pas. L'histoire du pays du Kosovo, la langue kosovarde, ça n'existe pas. C'est une invention américaine. Pendant ces bombardements de 80 jours, 80 nuits, l'OTAN a essentiellement bombardé l'infrastructure de la Serbie. Même pas l'armée serbe. Ils n'ont même pas cherché à tuer Milosevic, qui était le monstre. Le méchant, oui. Le méchant. Ils ont détruit les ponts, ils ont détruit les centres d'hydrocarbures, ils ont détruit les aéroports. Pourquoi ? Pour anéantir le pays et pour
donner un message à tous les autres pays en Europe, mais dans le reste du monde. N'oublions pas que les Américains ont bombardé l'ambassade de Chine. Ils ont fait « Oups, pardon, c'était une erreur ». Ce n'était pas du tout une erreur. C'est un message envoyé par les États-Unis au reste du monde. Le nouvel ordre mondial dont George Bush parle à 2 fois, c'est maintenant. C'est nous. Voilà. C'est nous. On est en train de dérouler. Donc, on vous invite à signer tout ce qu'on vous donne comme papier à l'amiable. Et c'est dans votre intérêt, parce que si vous ne le faites pas, voilà ce qui va vous arriver. Et les Serbes ont payé ce prix-là parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans ce mécanisme. Ils n'ont pas voulu rentrer dans l'ordre. Ils ont voulu rester un peuple souverain. Et les Américains vont poursuivre ça. Mais il va y avoir 2 hicks. Il va y avoir des crises économiques endémiques au système. Et ça, c'est important, au système impérial américain. Régulièrement, il va être touché par des crises. Crise à la fin des années 1900, crise de 29, crise des années 70. Et l'économie américaine est chamboulée. On a eu la crise de l'Internet au début des années 2000. 2008-2009, la crise des subprimes crise financière qui a dévasté le monde économique et qui ont montré la fragilité. Et ruiné toute une partie de la classe moyenne américaine. Ouais. Et qui a touché d'ailleurs le reste du monde. En France, on a dû renflouer les banques françaises à cause de produits toxiques financiers que les Américains avaient distribués au monde entier. Et leur sale dette, ils avaient fait payer, supporter le prix au monde entier. Alors évidemment, la classe moyenne, comme vous le dites, s'est appauvrie, les pauvres sont devenus encore plus pauvres, mais ça, il y a un effet de ricochet. Et en parallèle, tandis que les Américains, par erreur stratégique, pensaient qu'ils étaient tout seuls, eh bien, il y a des puissances comme la Russie, comme la Chine, dans une moindre mesure l'Inde, qui petit à petit commencent à se développer, qui deviennent des puissances technologiques, industrielles de premier plan, et qui ont des volontés politiques, locales, régionales, et vont affronter petit à petit les États-Unis. Et les États-Unis n'ont pas vu le coup venir. Ils n'ont pas vu, je pense vraiment qu'ils n'ont pas vu le coup venir, ils n'ont pas vu ces pays renaître de leur cendre. Ils étaient tellement imbus et tellement persuadés il y avait cette destinée manifeste et que du coup tout le monde voulait l'American Way of Life qu'ils n'ont pas vu ça. Et aujourd'hui, on arrive au stade où il est presque trop tard. Il est presque trop tard. Et l'Empire américain n'a plus grand-chose à proposer à part les guerres. Il y a ce fameux dicton américain qui dit que quand vous n'avez qu'un marteau comme outil, eh bien forcément, tous vos problèmes sont des clous. Sauf que ce qu'ils pouvaient faire pendant des années parce qu'ils étaient tout seuls, ils ne peuvent plus le faire aujourd'hui aussi facilement face à la Chine, face aux États-Unis. Le rapport des forces s'est évidemment modifié. Alors, il y a un point intéressant par rapport à notre actualité d'aujourd'hui que l'on peut évoquer. Si l'on revient sur le cas du Kosovo, nous avons là une minorité ethnique albanaise au sein de la Serbie qui réclame son indépendance. Les Américains se posent en justicier en intervenant pour que celle-ci puisse être obtenue. On a un cas de figure analogue à beaucoup d'égards aujourd'hui en Ukraine avec les républiques séparatistes de Donetsk et de Luhansk, peuplées de Russes, qui sont des minorités qui n'entendent pas accepter l'autorité du gouvernement ukrainien de Kiev, et des minorités soutenues par la Russie de Vladimir Poutine. Voilà. Et quand on voit quelles sont les réactions par rapport à ce phénomène, ça signifie qu'on a quand même un petit peu oublié ce qui s'est passé au Kosovo en 1999. Exactement. Le 2 poids, 2 mesures est flagrant. Les Américains ont, par des bombes, détruit un pays, détruit la Yougoslavie, inventé un nouveau pays qui est même pas un pays, qui est une zone complètement faillie, qui est mafieuse, qui est le premier pourvoyeur d'islamistes au Moyen-Orient par tête d'habitant en Europe. L'autre, c'est la Bosnie-Herzégovine, autre création des Américains en Europe. Et là, on voit avec la reconnaissance de l'indépendance des républiques de Lugansk et de Donetsk, sans coup ferrière. Il ne faut pas oublier, il n'y a pas eu de guerre. La Russie n'a bombardé personne. Ils ont juste reconnu l'indépendance. Tout d'un coup, on entend des cris d'orfraie dans les chancelleries des pays membres de l'OTAN. Mais c'est tout. Mais quelle hypocrisie! Comment est-ce que les pays membres de l'OTAN peuvent montrer la Russie du doigt alors que les pays membres de l'OTAN ont chamboulé, détruit, tué des milliers de personnes en Afghanistan, en Irak, en Yougoslavie, en Libye, en Syrie? Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les atlantistes, l'OTAN a détruit des pays, a tué des personnes au nom officiellement de la démocratie et des droits de l'homme. Mais alors on sait que c'est faux, ils ont fait ça uniquement pour des raisons économiques et de puissance. Et là, ils vont montrer Vladimir Poutine du doigt parce qu'il prend la défense de russophones dans son pays qui lui demandent de l'aide parce qu'ils ont peur. Ça fait 8 ans
qui sont en guerre. Et n'oublions pas que cette situation n'aurait jamais pu être possible si les Américains, en 2014, n'avaient pas financé l'Euromaïdan, soutenu, financé, encouragé. On a John McCain, sénateur américain, on a Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine de Barack Obama, qui va auprès des manifestants leur distribuer des gâteaux en leur disant que leur combat est juste pour renverser Viktor Yanukovych, qui est le président démocratiquement élu par les Ukrainiens. On l'aime, on l'aime pas, mais si on joue le jeu de la démocratie, il est démocratiquement élu. Les Américains, les Français, Bernard-Henri Lévy, évidemment, qui ne pouvait pas louper l'occasion, qui arrive et qui met il repasse vite fait sa chemise. Il passe de la Libye à l'Ukraine. Exactement, oui. Il vient défendre la liberté. Absolument pas. Les Américains, les atlantistes et une partie des pays membres de l'OTAN, donc malheureusement de la France de cette époque-là, soutiennent des miliciens radicaux qui sont radicalement anti-russes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un renversement de gouvernement pour mettre en place un gouvernement, on va dire, qui allait chercher la paix, la prospérité des Ukrainiens. Ils ont mis en place un gouvernement qui est radicalement anti-russe avec la proposition de mettre des missiles le long de la frontière russe et pire, pas presque pire, ou tout aussi grave, d'interdire aux russophones du pays, qui sont plusieurs millions, de parler leur propre langue. C'est-à-dire qu'ils ont dit, mais non, on interdit l'usage de la langue russe. Mais on est dans deux mondes complètement différents et pourtant, on va montrer le Moscou du doigt. C'est l'hypocrisie totale, c'est grave. En plus, avec un gouvernement ukrainien qui, à aucun moment, n'a mis en œuvre les fameux accords de Minsk issus du format Normandie, réunissant l'Ukraine, la Russie, la France et l'Allemagne, puisque on n'a pas organisé de consultation dans les républiques séparatistes. Or, aujourd'hui, on nous raconte que c'est Vladimir Poutine qui s'est opposé à la mise en œuvre des accords de Minsk, alors que c'est ce qu'il a réclamé. Les Ukrainiens, depuis la fin de l'année dernière, n'arrêtent pas d'amasser des soldats sur la ligne de front. Il y a des tirs tous les jours sur la ligne de front. Je suis allé plusieurs fois dans ces deux républiques. Je les connais bien. Il y a eu différentes guerres. C'était à l'Ukraine. Il y a différents points. L'Ukraine aurait pu récupérer les frontières. Dans les accords de Minsk II, l'Ukraine reprend le contrôle des frontières, mais doit donner de l'autonomie aux régions, doit revoir sa constitution. Où était ce travail constitutionnel que les Ukrainiens étaient censés faire? Ils ne l'ont jamais fait. Et les Russes, au bout d'un moment, se sont dit, ça fait 8 ans que vous avez cette opportunité. Ça fait 8 ans qu'on est en train de discuter de ça. Ça fait 8 ans. Il y a plus de 13 000 morts. Il y a plus d'1 million de réfugiés dont personne ne parle. Beaucoup de ces réfugiés, d'ailleurs, qui partent en Russie. C'est extrêmement intéressant. Il y a eu des dizaines de milliers de blessés. Combien d'années encore est-ce qu'on va laisser cette zone chaude sur notre frontière, qui peut éventuellement un jour déraper et engager la Russie? Donc du coup, la Russie, au bout d'un moment, dit, écoutez, on va régler le problème. Je vais régler le problème, personne ne le règle. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a envoyé une bombe? Est-ce qu'il a détruit une capitale? Est-ce qu'il a tué des civils? Non, il a reconnu l'indépendance des républiques en espérant que ça va être un gage de poids pour encourager Kiev à venir à la table de discussion et trouver la paix. Parce que l'objectif, aucun Européen n'a intérêt à avoir une guerre sur le territoire européen. Il n'y a que les Américains qui profitent de la situation. Mais dans le contexte nouveau là, qui est ainsi créé, on voit bien quel est l'antagonisme opposant la Russie de Vladimir Poutine aux États-Unis, mais des États-Unis qui doivent compter aussi avec la montée en puissance de la Chine. Oui. Quel est votre diagnostic là, quant à l'évolution de la situation? La puissance américaine se trouve de fait contestée. Elle dispose encore de ressources évidemment considérables. Mais est-ce que là, ça fait peut-être pas un petit peu trop pour elle? C'est l'Amérique empire. Elle n'a plus les moyens de sa politique. Elle doit aussi faire face à une situation économique, sociale terrible. On l'a bien vu lors des 2 dernières élections, les Américains sont déchirés entre eux. Vous avez ceux qui ont voté pour Biden et cette espèce d'élite wokiste, cancel culture, qui veulent redéfinir l'histoire. Il y a une vraie guerre culturelle à l'intérieur même des États-Unis. Exactement, ils sont déchirés. Ils ont semé ce venin dans le monde entier. Ils sont déchirés entre eux-mêmes. Ils ont en même temps la Chine qui est amené à devenir la première puissance économique mondiale, mais en tout cas qui talonne les États-Unis de très très près. Les Russes qui osent dire non et qui ont les moyens. Malheureusement, l'Irak, Saddam Hussein, la Libye, Kadhafi n'avaient pas les moyens. Au Venezuela, ils n'ont pas les moyens de dire non à Washington. La Russie vient de dire non. Écoutez, non, ça c'est la ligne rouge. La Russie a envoyé des propositions d'accords, de paix, de traités au mois de décembre. Les Américains disent non, on ne veut pas en entendre parler.
Nous, si on a envie de mettre des missiles sur notre frontière, on va en mettre. Ils ne peuvent plus tenir ce discours. La Russie dit, OK, nous, non, ça va pas marcher comme ça. Donc les Américains ont une crise majeure interne. Ils sont endettés de plus de 30 000 milliards de dollars. Ils ont l'inflation. Le dollar est attaqué. N'oublions pas qu'il y a de plus en plus de transactions entre Russes, Chinois, mais également les Turcs, les Iraniens, les Indiens, qui commencent à faire des transactions en monnaie courante, voire même en euros. Donc du coup, ce qui affaiblit le dollar, si le dollar est affaibli, l'économie américaine est affaiblie, il y a moins de confiance. Donc du coup, l'Amérique se retrouve dans la même situation catastrophique que tous les empires, c'est qu'au bout d'un moment, elle a trop de fronts ouverts. Il va falloir qu'elle choisisse. Donc l'Amérique ne peut pas tout faire. Elle ne va pas régler ses problèmes en interne, ni la Russie, ni la Chine. Donc il va falloir qu'elle fasse des choix. Ou alors, elle peut déclencher la guerre. On a vu, après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis s'en sont sortis. Les autres pays étaient terrassés, eux non. Il ne faut pas oublier que l'essentiel de la population mondiale se trouve sur le continent eurasiatique. L'Amérique est à vrai dire une île, est assez loin de ça. Ils peuvent avoir ces tentations-là, ce qui serait catastrophique pour l'humanité, ça c'est clair et net, parce qu'on est en train de parler de puissance nucléaire. Mais ils vont choisir. Je pense que la plus grande menace pour les États-Unis, ça reste la Chine. Oui. Et donc du coup, que les Américains vont concentrer leurs efforts. On l'a vu d'ailleurs. N'oublions pas que les Américains ont juste shippé un contrat de plus de 30 millions d'euros à la France pour la vente de sous-marins à l'Australie. Les Américains, en bon allié, sont passés derrière notre dos, ont pris le contrat et n'ont même pas donné des miettes. Il n'y a même pas un bout des sous-marins qui va être fabriqué en France. C'est 1000 emplois français qu'on a perdus. On n'a rien fait. On s'est écrasé. Les Américains considèrent que la France et l'Europe de l'Ouest sont un protectorat. Ils le disent. Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier dit l'Europe de l'Ouest est un protectorat. Donc c'est comme ça qu'ils nous voient. Il n'y a pas de volonté de puissance en France, donc du coup on nous marche dessus. Et les Américains sont en train, avec l'accord AUKUS, avec le Royaume-Uni, les pays anglo-saxons. Bah oui. Le Royaume-Uni, l'Australie, ils sont déjà en communauté au niveau de la gestion du renseignement depuis exactement. Les Five Eyes, voilà, tout à fait. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et ça, c'est, je pense, la cible majeure. Qu'est-ce que les Américains vont pouvoir faire en Europe? Je ne sais pas, ils ne vont certainement pas l'abandonner, mais ils voient bien qu'ils ne vont pas pouvoir faire la loi comme ils l'ont fait avant. Encore faudrait-il qu'il y ait en Europe, que s'exprime en Europe, une volonté d'autonomie et une volonté de puissance authentique. C'est le moment. C'est le moment. Les Américains n'ont jamais été aussi faibles. Donc du coup, c'est le moment, en effet, que les nations européennes réclament leur souveraineté, développent une autre vision de l'Europe qu'une Europe américaine. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Markovitch. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Amérique Empire, aux éditions Temporis. Merci à vous.